j'avais envie de vous parler d'une statue de Saint-Georges. On se trouve dans le canton de Vaud, dans un lieu assez iconique au bord du lac, le château de Chillon. On ne pourra pas en parler en détail aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur cette pièce de collection assez particulière, une statue en bois. La statue est actuellement exposée au centre de la chapelle du château, qui est dédiée à Saint-Georges depuis 1351. D'une trentaine de centimètres de haut, elle est d'une bonne qualité technique. Elle représente un homme en armure qui se tient debout, une jambe légèrement en avant, telle une danseuse. Son visage est juvénile, aux traits délicats, encadré par de belles boucles bien définies, bref, un personnage distingué, aux lignes fines. Pourtant, il est représenté en plein acte de violence, en train d'éclaffer le dragon sous ses pieds et de lui éclater les dents à grands coups de bouclier. Donc aujourd'hui, on va se demander qui est cet étrange personnage et en quoi cette statue est représentatrice de son époque. Alors pour commencer, qui est Saint-Georges ? Eh bien, il faut remonter au IVe siècle, soit au tout début du christianisme. On se trouve en Cappadoce et Georges s'engage dans l'armée romaine. Il voyage beaucoup dans ce cadre et se trouve un jour en Palestine. Et là, il fait la rencontre d'une femme en larmes qui le supplie de s'en aller le plus vite possible. Intrigué, Georges lui demande pourquoi. Elle lui explique alors qu'elle doit être sacrifiée. En effet, depuis des années, un dragon au souffle empoisonné terrifie son village. Il a alors été décidé, chaque année, de lui livrer des jeunes hommes et des jeunes femmes pour qu'il puisse les dévorer. Et cette fois, pas de chance, c'est tombé sur elle, la fille du roi. Notre Georges est scandalisé. Il fait alors appel à Dieu, et en deux, il réussit à dompter le dragon. Il retourne dans le village et les villageois sont tellement impressionnés qu'ils décident de tous se convertir au christianisme. Plutôt efficace. Ça, c'est pour la partie fun de sa vie, sauf qu'on est à la période dite des persécutions de Dioclétien, qui est un empereur romain qui cherche à réprimer le christianisme. Il va alors réussir à capturer Saint-Georges et va le faire torturer. Je vous passe les détails, mais je vous lis quand même un extrait de La Légende dorée, qui est un ouvrage du XIIIe siècle qui regroupe plus ou moins toutes les légendes de saints que nous connaissons aujourd'hui. Son auteur, Jacques de Voragine, était un archevêque et il écrit à propos de la légende de Saint-Georges, je cite « Alors le préfet, ne pouvant le fléchir, le fit étendre sur un chevalet et ordonna que tous ses membres fussent déchirés, l'un après l'autre, par des ongles de fer. Il lui fit aussi brûler le corps avec des torches ardentes et fit frotter avec du sel les plaies par où sortaient ses entrailles. » Fun. Je vous passe la suite, on continue encore longtemps sur ce type de torture. Comme pour ses confrères et consoeurs martyrs, il s'en sort grâce à l'aide de Dieu. Sauf qu'au bout d'un moment, Dioclétien commence à en avoir sacrément marre et décide de faire décapiter Georges. Et voilà, c'est comme ça que naît la légende de Saint-Georges. Donc, je récapitule. On a un gars qui est soldat, qui terrasse un dragon absolument terrifiant, qui sauve une belle demoiselle en détresse, qui conquiert tout un village et en plus qui finit par mourir héroïquement. Et tout ça, ça va intéresser les chevaliers. En effet, ça en fait un sacré bon modèle auquel s'identifier, notamment d'un point de vue symbolique et moral. Il s'avère qu'au moment de la production de notre statue, au XVe siècle, la chevalerie connaît un net déclin. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, une nouvelle aristocratie de cour, plus administrative que guerrière, reprend progressivement des fonctions autrefois associées aux chevaliers. Et puis surtout, les évolutions techniques du champ de bataille bouleversent les règles du jeu. L'introduction de l'artillerie et la généralisation des armes à feu portatives réduisent l'efficacité du chevalier, qui est lourdement armé et dont l'image héroïque ne correspond plus vraiment à la réalité militaire. Mais les chevaliers ne vont pas se laisser mourir comme ça, et la défense de leur statut va entre autres passer par la remobilisation de certains symboles forts pour se représenter, par exemple celle des saints chevaliers, comme notre Saint-Georges. L'historien de l'art Jan Białostocki écrit à ce propos. Le monde chevaleresque, qui touchait lentement à sa fin, était partagé entre le regard nostalgique sur sa tradition et le désir de ranimer sa splendeur qui était en train de passer. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, est-ce que notre statue de Saint-Georges aurait été commandée par un vaillant chevalier résidant à Chillon ? Eh bien, pas du tout. En fait, la statue ne se trouve au château que depuis le XIXe siècle. En effet, elle a été achetée à un particulier, un certain monsieur Bussien, en 1895, par l'Association pour la restauration du château de Chillon. Lui-même l'avait achetée à un autre privé, résidant à Martigny, mais avant ça, on n'a aucune idée de l'origine de la statue.
Pour autant, le choix de la placer dans cette chapelle est tout à fait pertinent. On est dans une chapelle princière au XIVe siècle et elle est dédiée à Saint-Georges. Et probablement que la statue a été produite en Suisse, ou en tout cas dans une région pratiquant le commerce avec la Suisse actuelle. En effet, elle est en tilleul et une étude de Claude Lapère a montré que c'est le cas de la très grande majorité des œuvres sculptées qui se trouvent en Suisse, souvent importées d'Allemagne du Sud, durant la fin du XVe et le début du XVIe siècle. Ce type d'objet circule largement à l'époque, et il n'est pas rare de commander une œuvre ou une statue qui, de par sa taille, peut être facilement transportée. Elles sont alors acheminées par des très larges réseaux d'échanges qui s'étendent tout le long du Rhin et de ses nombreuses villes commerçantes. Il est donc tout à fait probable que la statue ait pu se retrouver dans un lieu comme celui de Chillon. Et puis on parlait de l'apparence très délicate de notre Georges. Là aussi, c'est dû au style en vogue à l'époque qu'on appelle le gothique international, notamment parce qu'il va se propager dans toute l'Europe. C'est justement une de ses caractéristiques principales de ce style d'être délicat, de présenter des personnages fins aux longs doigts qui ont l'air tout à fait distingués. D'ailleurs, on ressent ces idées dans le nom même de ce style, puisque par exemple en allemand, on l'appelle aujourd'hui le Weicher Stil, qui est en quelque sorte un style doux. Et puis en italien, on va l'appeler El Gotico Cortese, donc le gothique de cour, qui reprend à nouveau ces idées. L'historienne Inès Villela-Petit décrit le style de la manière suivante. De fait, malgré ses inflexions régionales, l'Europe centrale et occidentale partage entre 1370 et 1430, voire jusqu'en 1440 selon les pays, un langage formel homogène dont les composantes essentielles sont le coloris chatoyant, la sinuosité des lignes, l'élégance courtoise, le raffinement ornemental, allié à un nouveau sens plastique, un goût du détail familier et du rendu naturaliste et un intérêt pour le paysage. Alors notre Saint-Georges rappelle aussi d'autres œuvres. Je vous en montre juste deux ici, une conservée à Paris et l'autre à Londres. Dans les deux cas, on observe ce même traitement fin et délicat qui inspire plutôt un noble de cour qu'un soldat violent. Et on le retrouve aussi avec les mêmes caractéristiques dans la peinture. Par exemple ici, au château de Fénis, en Italie. Et puis toutes ces œuvres sont aussi intéressantes parce qu'elles s'inspirent de vraies armures. Sur notre Saint-Georges, on voit qu'il porte ce qu'on appelle un harnois blanc, qui est une nouveauté du XVe siècle et qui est en fait simplement une armure recouvrant tout le corps, ce qui est une innovation à l'époque. On les dit harnois blanc parce que le métal est vraiment poli et puis ça attire la lumière et donc ça rappelle la couleur blanche. L'arnois de la statue de Georges est recouvert de nervures, aussi une invention de cette époque, à la fois dans des buts décoratifs et consolidants pour l'armure. Il est toujours assez difficile de trouver des vrais exemples qui ont été conservés, mais je voulais quand même vous montrer celui-ci qui, vous le voyez, ressemble très fortement au harnois porté par notre Saint-Georges. On voit que ça aurait donc tout à fait pu être une armure existante. L'apparence de la statue nous renseigne aussi sur sa fonction originale. Elle a été sculptée d'un seul bloc et a été prévue pour être vue de face. On le sait parce que si on tourne autour, on voit qu'elle n'est pas sculptée au dos. On y voit d'ailleurs encore un clou, ce qui laisse à penser que Saint-Georges devait être accroché à un retable d'autel ou posé sur une niche en hauteur. D'ailleurs, il semble regarder vers le bas, ce qui nous indique également qu'il devait être exposé en hauteur et donc prévu pour être vu en contre-plongée. Et on l'a dit, c'est une pièce qui est d'une grande qualité technique, mais ne l'oublions pas, elle devait également être richement peinte. On en voit encore des traces aujourd'hui. Imaginez-vous du brun pour les sangles de fixation de l'armure, du rouge vif pour le bas, les chaussures, la chemise, la gueule du dragon, du rose pour le visage et les mains, du vert jaunâtre pour le dragon, du vert vif pour le sol, et enfin, pour le bouclier, du rouge avec une croix argentée. Alors on peut dire de nombreuses choses en conclusion sur cette statue. Déjà, elle est le reflet au XVe siècle de ceux qui plaît à une certaine classe aisée, une classe aristocratique ou en tout cas à une classe qui possède une certaine fortune, voire une classe de cour. Elle est à la fois le reflet d'une chevalerie en déclin, mais qui reste fière de ses valeurs morales et guerrières, mais aussi religieuses et de cour. Et finalement, ça nous montre que les objets circulent beaucoup, et même à cette période-là. En fait, sans avoir toute l'histoire d'un objet, on peut en déduire beaucoup simplement en le regardant. Ainsi, le Saint-Georges de Chillon, arrivé très tardivement dans sa chapelle, nous permet quand même de développer un discours complet sur son temps, et puis d'aborder de nombreuses questions qui à l'origine ne semblaient pas forcément le concerner. Saint-Georges est le saint patron des chevaliers, nous l'avons vu, mais il fait aussi partie des 14 saints dits intercesseurs ou auxiliaires. Le concept est apparu dans les régions germaniques au XIVe siècle, soit un peu avant la réalisation de notre statue.
Ces 14 saints, considérés comme ayant un accès particulier à Dieu, étaient perçus comme particulièrement efficaces pour venir en aide aux fidèles, ce qui explique aussi l'ampleur de leur culte. Chacun de ces saints pouvait être invoqué dans des situations très particulières et précises, accidents, maladies, dangers. Alors vous imaginez bien que ça les rend très pratiques pour les chevaliers qui sont souvent dans ce genre de situation. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur le Saint-Georges de Chillon. On se retrouve bientôt dans la bibliothèque pour une nouvelle pépite.